Alors bonjour à toutes, bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo sur l'épidémie de Covid en Colombie. Cela fait un petit moment que je ne vous avais pas fait de vidéo parce que je n'ai pas eu le temps. Réellement, j'ai eu beaucoup d'autres choses à faire et j'ai eu quand même des demandes de vidéos. J'ai eu des gens qui m'ont posé des questions, qui m'ont montré qu'il y avait quand même un besoin d'explication sur ce qui est en train de se passer. Même si actuellement la situation n'est plus du tout grave, je refais une petite vidéo, mais alors vite fait, elle va être un peu brouillon. Je m'en excuse, je vais essayer de faire ce que je peux pour être clair et rapide et concis. Voilà, donc on reprend ici la courbe de mortalité générale. Vous voyez les trois pics. Et vous voyez que ce dernier pic est en train vraiment de se terminer. On n'a jamais eu aussi peu de mortalité depuis le début de l'épidémie en 2020. Là, ça paraît réellement vraiment terminé, contrairement aux deux autres pics qui avaient gardé un certain niveau de mortalité entre les pics qui étaient parfois très élevés, en particulier entre les deux premiers pics. Qu'est-ce qu'il faut en dire? Eh bien, d'abord que la situation est bonne, ça s'est arrangé, et évidemment, il faut essayer d'expliquer ce qui s'est passé pour ce dernier pic, et je suppose que vous attendez aussi de savoir qu'est-ce qui risque de se passer ensuite. Alors pour comprendre pourquoi une épidémie s'arrête ou continue, il faut comprendre deux choses. Au départ, on avait le Covid et c'est tout. Maintenant, on a des variants. Donc, il y a d'une part l'évolution du virus. L'évolution du virus, c'est la création des nouveaux variants. Ça peut expliquer la fin d'une épidémie ou son rebond. Et puis, deuxième chose, c'est l'immunité de la population. Donc là, c'est entre l'immunité naturelle, qui est liée à la contamination par le virus, et puis l'immunité par le vaccin. On va voir tous ces thèmes rapidement, et je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe. Au niveau de la situation, on a à peu près 1000 contaminations par jour, un taux de positivité qui est de 7%. Alors, je rappelle quand même que en Colombie, on en est allé jusqu'à 50, 60 000 tests par jour maximum. En France, on a pu aller jusqu'à 900 000 tests par jour. Donc on n'a pas du tout la même vision de la réalité. On a une petite vision de la réalité ici. Elle est très déformée par le faible échantillon de personnes testées. Mais il n'empêche que globalement, voilà les tendances. Ça, c'est ce qui m'a permis de faire toutes mes vidéos, c'est que la tendance reste la même si en réalité les chiffres sont plus hauts. Si ça baisse, ça baisse. Voilà. Donc ça baisse, on est très bas. Les 7%, ça n'a rien à voir avec 7% en France, puisque comme il y a peu de tests, eh bien, évidemment, la positivité est plus élevée, puisqu'on teste surtout des gens qui ont des chances d'être positifs. Donc voilà, tout va bien de ce côté-là, mais je souligne ici un problème de faiblesse des chiffres. On va le regarder plus en détail. Sur la mortalité, 125 000 morts officiels, c'est-à-dire 125 000 morts qui ont été testés positifs. Vous comprenez bien que si on teste très peu, évidemment, on va avoir une très mauvaise évaluation de la mortalité Covid. Donc en gros, j'avais fait par rapport à l'excès de mortalité générale, on peut calculer à peu près la réalité des chiffres, mais c'est a posteriori, on peut pas le faire en même temps, il faut engranger un grand nombre de mois de chiffres. En gros, il faut augmenter de 45% de façon générale, donc on va dire 50% pour être plus simple. Vous voyez, 125 000 morts, en fait, il faudrait en rajouter 50% de plus, donc on arriverait vers les 200 000 morts. Ça, c'est la réalité de la mortalité Covid en Colombie. Ça a été donc dramatique dans la réalité. Je vous montre ici que la Colombie n'est pas une exception dans le monde. Il y a beaucoup de pays qui ont une très mauvaise évaluation de leurs chiffres. Vous voyez Mexico, vous voyez la Russie, très, très grave. La Russie, à un moment, ils ont dû rajouter plus de 100 000 morts pour que quand même ça se rapproche un peu de la réalité, mais ils en sont encore loin, vous voyez. Le Pérou en a rajouté, lui, alors tout petit pays qui en a rajouté plus de 100 000 morts, je crois que 150 000, pour arriver à la réalité. Donc, vous voyez, c'est général. Et puis il y a des pays qui sont meilleurs. Vous voyez, le Brésil n'a pas l'air si mal pour l'instant. Alors, faudra voir comment ça a évolué. C'est très politique là-bas. L'Allemagne, voilà. Et alors la France, vous voyez, un peu plus rare. On a le chiffre officiel un peu plus haut que le chiffre qu'on calcule avec la surmortalité. Mais c'est normal parce qu'en fait, on calcule une surmortalité minimale. On dit au minimum, c'est ça qui a tué c'est le Covid. C'est cette quantité-là qui a tué le Covid. Pourquoi on dit au minimum? Parce qu'on ne compte pas les sous-mortalités.
qu'on devrait rajouter. Les autres mortalités qui ont baissé et donc qui ont été compensées par les morts du Covid, on devrait les rajouter aux morts de la surmortalité générale. Voilà, bref. Donc voilà, ça c'est la réalité des chiffres. Alors pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé en Colombie? À chaque fois, ça a été une catastrophe. Tout le monde a été contaminé. On s'en est aperçu en octobre, novembre de l'année dernière. Quand ils ont fait le test de séroprévalence, voyez, on s'est aperçu qu'à Barranquilla, Leticia, etc., ils étaient proches de 60% de contamination après le premier pic. Donc en un mois et demi, ils ont contaminé 60% de leur population. C'est pas là non plus unique au monde. On a un autre exemple parallèle au nôtre, c'est Manaus. Donc c'est ça qui évidemment freine le pic. Voilà, là vous avez l'explication. Là il n'y a pas d'histoire de variant, c'était le tout début. Donc c'était le premier Covid qui est apparu, il était tout neuf, pas encore muté, pas encore tout cassé. Donc voilà, on s'en est sorti, si on peut dire, grâce à l'immunité collective. Évidemment, Barranquilla qui a atteint beaucoup plus l'immunité que les autres villes, on voit bien ce que ça donne. Ça donne un plus grand nombre de morts au premier pic. Et par contre, au deuxième pic, ça donne c'est moins grave à Barranquilla, parce qu'ils sont déjà protégés, alors que c'est plus grave à Bogota, Medellín, etc. Ça a duré longtemps, parce que là, par contre, on n'était qu'à 30% d'immunité naturelle. Voilà. Donc, si on revient au schéma de la mortalité, vous voyez, les deux premiers pics se terminent par l'immunité naturelle liée à une grande contamination et donc un grand nombre de morts, et donc c'est catastrophique pour le pays. Pourquoi ça reste entre les deux à un plateau très haut et que ça descend pas très bas entre les deux pics? Parce que, en fait, l'immunité n'étant pas la même partout, il y a des endroits où ça s'arrête complètement, comme à Barranquilla, où voilà, le pic a été fini, on a eu très peu de morts entre les pics, mais il y a d'autres endroits où ça repart, donc sur tout le pays, ça fait un plateau. Voilà, c'est pour ça que là, on avait un plateau. On peut supposer que s'il n'y a plus de plateau, ça veut dire que tout le pays, cette fois-ci, a bien été contaminé, on a bien brassé, là, on a tout ouvert, etc. Donc on a bien brassé tout le monde pour que tout le monde soit contaminé. Il n'y a plus de plateau. Par contre, il y a beaucoup de morts, tous les hôpitaux étaient surchargés, ça a été dramatique, les gens sont morts chez eux à la maison sans soins, ce fut une catastrophe. Alors, maintenant au niveau des variants. Donc voilà, ça c'est le problème des variants, déjà c'est la communication, voilà ce qu'on nous met à notre disposition, ce genre de graphique. Et là hier soir, quelqu'un me demandait, oui mais il n'y a que 20% ou je sais pas combien de pourcents de variants mu en Colombie. Alors le problème c'est qu'ils communiquent les chiffres sur l'ensemble, donc le nombre de détections de mu, c'est 20% de tous les variants depuis 2020. Ça veut pas dire que maintenant, actuellement, il n'est pas à 90%. Vous voyez, donc ces chiffres sont assez compliqués. Autre chose qui est compliquée, c'est la nomenclature. Donc alpha, bêta, gamma, ça vous en avez entendu parler. Il y a le pangolignage qui est celui utilisé sur la plupart des documents. Se retenir des chiffres comme ça, c'est un peu compliqué. Donc vous voyez là les principaux variants, alpha, bêta, d'Afrique du Sud, donc l'anglais, le sud-africain, le brésilien qui est très important chez nous, le delta, on en parlera, qui peut arriver, le variant du Pérou qui a été surveillé aussi, mais bon là je n'ai pas d'indication, et enfin je vous ai mis le nouveau là en bas, le mu, le variant qu'on pourrait dire colombien, puisque c'est ici qu'il a dominé, c'est très certainement apparu ici. Donc ça, c'est l'ensemble des variants, leur nomenclature. Et voilà, alors j'ai essayé de découper un peu la courbe, vous voyez. Donc, premier pic en haut à gauche, il y a deux lignes de temps là, la ligne du haut d'abord. Donc on commence par le premier pic, vous voyez les variants historiques latino-américains, c'était pas les mêmes qu'en Europe. Et puis ensuite, vous voyez que en décembre, le deuxième pic, c'est lié au même variant, avec une dominance du mauve là un peu, au même variant, le variant historique, mais qui a un gros mélange. Il y a déjà beaucoup de variants qui sont apparus. Donc là, on est dans une phase de transition et on voit sur la fin du pic en janvier les premiers points rouges du variant brésilien. À partir du mois de mars 2021, deuxième pic, on le voit bien commencer et le variant brésilien qui commence à dominer. Tout est presque rouge là. Donc c'est le pic du variant brésilien. Et enfin, voilà le dernier pic, le pic du variant mu. On voit qu'il a complètement remplacé le variant brésilien. Alors ça, c'est les nombres de tests et pas le nombre de cas. C'est tout à fait différent. Donc un autre grand problème de la Colombie, c'est que hélas, on ne fait pas assez de séquençage génétique, donc on a une faible idée
de ce qui se passe aussi de ce côté-là. On aurait peut-être pu détecter le variant mu bien avant, par exemple. Apparemment, il est apparu l'année d'avant. Mais voilà, donc au niveau de ce qui s'est passé au niveau des variants, eh bien, on a eu un premier variant qui était très contaminant, c'était le variant historique, et qui a été assez mortel. Un deuxième variant, c'est le variant brésilien, qui donc, s'il a pu se développer, c'est que l'immunité collective, on l'avait déjà observé au Brésil, bon, et surtout à Manaus, où on avait 70% ou 80% à un moment de séroprévalence, eh ben, y a eu quand même l'épidémie du variant brésilien. Donc lui, ça veut dire que l'immunité du variant précédent ne fonctionne pas assez et permet son développement. Et lui, alors très mortel, hein, très mortel. Et puis, maintenant le variant mu, et alors là, si on fait un peu le parallèle entre les courbes, eh bien, on voit que le variant mu a commencé à dominer la contamination au moment où le pic de mortalité était le plus haut. Et à partir du moment où il apparaît lui, eh ben, le pic chute. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est apparu, il a rien fait de plus que le précédent, et ça s'est arrêté. Soit grâce à lui, soit grâce à l'immunité collective, soit grâce aux deux. On peut pas faire la part des choses, c'est assez compliqué à faire. J'ai aucun article à ma disposition pour vous donner la réponse. Mais en gros, ça veut dire que ce variant-là, il résiste pas à l'immunité, puisqu'il est en plein développement là, en plein développement, et ben c'est là où ça chute la mortalité. Donc, ça veut dire que il est moins mortel, moins grave par rapport aux conditions immunitaires. Hein. C'est assez complexe. Et par contre, il se contamine plus que le brésilien, puisqu'il l'a remplacé. Donc s'il a remplacé le brésilien, c'est soit parce que l'immunité a attaqué plus le brésilien que le variant mu, et dans ce cas-là, ça veut dire que le variant mu est vraiment pas mortel, puisqu'il n'y a plus de mortalité. On peut faire plein d'hypothèses pour le fait que, en tout cas, ce variant mu n'est pas du tout, pour nous, un drame. Au contraire, il a apparu en même temps que disparaît l'épidémie. Donc c'est un variant qui est de fin de parcours. C'est-à-dire que les virus, ils mutent. Et en général, les épidémies, elles se terminent parce que d'un côté, la population résiste de plus en plus, il y a l'immunité. Et de l'autre côté, le virus est de plus en plus faible parce qu'à force d'accumuler des mutations, ben ça s'appelle dégénérer. Quand on mute trop, on dégénère et on devient moins virulent. On a moins de chances de survie, en gros. Et du coup, bah, ça se transforme en une maladie bénigne. Enfin, c'est comme ça que se terminent les épidémies. Bon, voilà. Donc, le variant mu, c'est un variant qui paraît être dans la norme de ce qu'on observe dans une épidémie, c'est-à-dire que peu à peu, le dernier variant, peu à peu, se débilite là et puis finit par faire une petite maladie de rien du tout. Voilà, donc ça reste des hypothèses, mais très probables. Alors, dernière question, qu'est-ce qui va se passer ensuite? L'hypothèse la plus logique, c'est que il va pas se passer grand-chose. En gros, on a peu de chances à partir de maintenant d'avoir un nouveau pic. Et en tout cas, si on a un nouveau pic de contamination, on a très très peu de chances du coup d'avoir un nouveau pic de mortalité parce que les variants qui apparaissent, ils sont de plus en plus faibles. Donc, voilà, ils arrivent peut-être à se contaminer, mais pas à devenir méchants avec nous. Voilà, donc ça c'est la première hypothèse, 90% de chances qu'il n'y ait plus de pic ou que les pics soient pas graves, voilà, dans la mortalité ni dans les hospitalisations. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors qu'est-ce qui peut faire les mauvaises nouvelles? D'abord l'immunité. Ici l'immunité, hélas, elle est surtout collective et naturelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vaccins qu'on a utilisés, on a 50% à peu près de gens vaccinés, ce qui est faible. Et puis, c'est des vaccins qui sont pas aussi performants que le Pfizer. Donc, voilà, ça rend encore plus faible la population vaccinée. Et puis, l'immunité naturelle, alors là, on a fait la fête, hein, c'est sûr, mais ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps, l'immunité naturelle dure moins longtemps que l'immunité vaccinale, donc ça va être au niveau de l'immunité, ce qui va arriver, ça va dépendre beaucoup du nombre de vaccins qu'on va recevoir, qui va peu à peu remplacer l'immunité naturelle. Au fur et à mesure, cette immunité naturelle diminue et permettrait d'arriver à un nouveau pic, comme on l'a vu avec le variant brésilien. Dernière hypothèse et dernier point qu'on m'a demandé hier soir, c'était est-ce que ça peut pas faire comme la grippe? Pourquoi le virus il deviendrait comme ça de plus en plus faible alors que la grippe chaque année il y en a des fois des fortes, des moins fortes, des mortelles, des moins mortelles.
Comment ça se fait que le Covid, non, ça serait différent? Ben non, ça serait pas différent s'il fait pareil. C'est-à-dire que le virus de la grippe, il fait la même chose. Le virus de la grippe, le variant annuel de la grippe, il va entraîner une perte d'efficacité au fur et à mesure de ses mutations. Donc l'épidémie, elle va durer 3 mois et puis après, elle va s'arrêter parce que le virus de la grippe, il mute et puis il finit par devenir, je vous dis, un peu faible. Donc avec la vaccination contre la grippe en plus, on s'en débrouille. Des fois, on s'en débrouille avec 10 000 morts quand même, hein, mais on s'en débrouille. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a un nouveau virus de la grippe qui apparaît alors? Si là, à chaque fois les mutations sont... Eh ben parce que c'est pas le même. Il est tout nouveau. Le nouveau, il vient de l'animal. Il passe de l'animal à l'homme. Ah là, il est tout neuf. Il n'a pas encore fait plein de mutations. Donc, il peut être virulent ou pas. Alors ça dépend du virus qui passe. Hein. Et puis après, il va petit à petit s'affaiblir. Donc là, ça va être pareil. Le Covid, s'il en revient, il reviendra de l'animal. Et alors, de quel animal? On a déjà éliminé les visons en Europe parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une forte probabilité de transmission du vison à l'homme. Alors pareil, je pense qu'ils sont un peu énervés après ceux qui vendent n'importe quoi sur les marchés chinois, là, donc ils font un peu plus attention là-bas aussi, et donc ça aussi, ils vont réduire ce risque-là de transmission de l'animal à l'homme. Bon, cette transmission du Covid, elle s'est faite, ça faisait très longtemps qu'il y avait des SARS chez les animaux, hein, donc elle s'est faite là une fois dans ce siècle, peut-être qu'elle se fera pas deux déjà, donc ça c'est une première chose. Et puis si on fait attention aux animaux, elle se fera peut-être pas, donc il y a peu de chances qu'on ait une résurgence d'un nouveau Covid qui soit tout neuf et très, très méchant avec nous, et qui pourrait même résister éventuellement à nos vaccins, etc. Donc il faut refaire un autre vaccin. Dans ce cas-là, adapté au nouveau virus. Donc voilà, c'est ça qui peut arriver, mais je vous dis, il y a quand même très peu de chances que ça arrive. Ceci dit, il y avait très peu de chances qu'arrive un deuxième variant brésilien ou Delta qui soit plus puissant, qui fasse un deuxième pic comme ça mondial. C'est pas de chance, on aurait pu s'attendre à ce que ça diminue, ça s'affaiblisse beaucoup plus rapidement pour le Covid. Alors, dernier point, le variant Delta. Le variant Delta, pour moi, c'est la même chose qui va arriver qu'avec le variant anglais. Quand il y avait le variant brésilien, le variant anglais, il n'est pas rentré. Il n'est pas arrivé ici à se développer. Il est rentré, il n'est pas arrivé. Donc, ça veut dire que le variant brésilien a protégé, entre guillemets, alors soit par l'immunité, toujours pareil, soit parce qu'il se retransmet plus, etc. Il a protégé contre le variant anglais. On peut supposer que le Brésilien et le Mu protègent aussi contre le Delta, parce que ça fait quand même 6 mois que le Delta court dans le monde entier, et il est passé par la Colombie, hein, mais il ne s'est pas développé, donc là aussi, il y a de très très faibles probabilités pour que le Delta nous fasse du mal. Voilà, ça c'est en fonction, je dis bien, du très petit nombre de tests de séquençage que l'on fait en Colombie, hein, donc je peux me tromper, mais voilà ce que j'en pense. Et c'est plutôt des bonnes nouvelles, donc je préfère finalement penser ça. Voilà, on va être positif des fois. Donc je vous remercie beaucoup. J'essaierai de faire une vidéo un peu plus structurée la prochaine fois. Au revoir et à bientôt.